Salam alaikum tout le monde. Dans ce podcast, je parle à la rencontre de musulmans et musulmanes qui sont des acteurs positifs de changement afin d'apprendre de leurs expériences et inspirer la prochaine génération de Muslim Makers. On dit qu'avant à l'école, on apprenait à compter, lire, écrire. Maintenant, on apprend à compter, lire, écrire, coder. Soyez conscients qu'il y a des grands changements qui se passent dans le monde. L'IA, qui n'a jamais été aussi d'actualité et qui sera encore plus dans les années à venir. On dit qu'en 2030, 70 à 80% des métiers sont des nouveaux métiers ou des métiers qui vont évoluer, essentiellement basés sur l'IA, sur les nouvelles technologies. J'ai le plaisir d'accueillir Morad Atik, cofondateur d'Evolukid, une structure qui accompagne les enfants, les institutions publiques et les entreprises vers la transition numérique. Morad nous parle de son expérience dans l'animation et l'enseignement, dont 5 ans à l'étranger, ainsi que les retours qu'il en a tirés et les raisons qui l'ont poussé à s'orienter vers l'entrepreneuriat avec son frère Rabat. Quand je te dis on taffe comme des dingues, ça c'est la marque de fabrique. Ça veut dire qu'on est dans une pépinière d'entreprise, il y a plein d'autres startups. Eux, ils me disent qu'ils travaillent beaucoup, nous on travaille 2 fois plus qu'eux. C'est pas de l'arrogance, hein, ce sont des faits. Le week-end, il n'y a que nous. Ils ne sont pas là, les autres startups. À 23h, minuit, 1h, c'est déjà arrivé une fois, j'en croise un. Nous, c'est souvent. Parce qu'on n'avait pas de réseau, on a dû tout construire. Moi, je suis prof de maths, donc j'ai un réseau. Mon réseau, c'est des profs de maths. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à rejoindre le groupe Telegram Muslim Makers pour savoir en avance les personnes que je compte interviewer et proposer des questions si le sujet t'intéresse. Le lien est en description. Bonne écoute. Allez, c'est parti. Vas-y, ok. Salam alaikum wa rahmatullah, Morad. Wa alaikum salam. Comment vas-tu, Bon. Abdelrahman? C'est moi qui dis comment vas-tu en général en premier. Tu m'as Ah bah interrompu. pardon. Non, Eh pas de ben, pas souci. de souci. Les règles de politesse. T'es plus poli, t'es plus rapide. Plus rapide que moi. Écoute, je vais très bien. Très très bien, merci. Et toi? Très bien, merci également. Merci d'avoir accepté mon invitation déjà pour commencer, Avec grand plaisir et bravo pour ton travail. malgré ton emploi du temps entrepreneur. Ouais, je le confirme. Écoute, Morad, ce que je te propose, c'est pour commencer que tu te présentes assez Ok, brièvement. ok. Alors, moi, c'est Morad Atik. J'ai 36 ans. Je suis prof de maths de formation. Je suis passionné de transmission au sens large. Et après, j'ai transmis mon savoir a été longtemps cantonné aux mathématiques. J'aime beaucoup les sciences, les maths. Donc, j'ai été prof de maths. Mais avant ça, j'ai été animateur jeunesse. J'ai été éducateur scolaire, éducateur spécialisé. Donc, en fait, depuis que j'ai 18 ans, comme je le dis souvent aux jeunes, j'ai eu la chance de jamais avoir soulevé une brique ou de travailler au McDo, et bien entendu, sans mépris pour ceux qui font ces travails-là. Mais voilà, donc en général, ce sont des travails quand même assez durs, hein. Et moi, j'ai toujours donné des cours de maths particuliers. J'ai travaillé avec des jeunes, mais pas juste pour payer mes études ou faire de l'argent, parce que vraiment, j'aimais beaucoup. Tu vois, j'ai fait tous les parcs d'attractions d'Île-de-France avec les jeunes. D'ailleurs, moi-même, quand j'étais jeune, je squattais le centre aéré. Et du coup, naturellement, même si j'ai fait une prépa pour faire un peu comme mon grand frère et être ingénieur, finalement, je me suis dit assez vite, j'ai fait un an de prépa et je suis retourné à la fac pour faire une licence de maths. Et donc, Oui. fort de cette expérience, j'ai enseigné en France. Je suis parti 5 ans aussi à enseigner dans des lycées internationaux et français à l'étranger. Quand je Mhm. suis revenu en 2015, mon frère, bah, voilà, tout naturellement, avec mon frère Rabat, qui lui est ingénieur en robotique, c'est le geek de la famille, passionné des nouvelles technologies, mais aussi de la transmission. Il a donné beaucoup de cours, il avait fait beaucoup de bénévolat pour accompagner au brevet, au bac. Et on s'est dit, tiens, on va proposer notre expertise, une sorte de cours particulier, mais 2.0, avec, avant, on n'en parlait pas beaucoup, mais avec du coaching scolaire, parce qu'on savait que de simples cours, il y avait d'autres problématiques derrière le fait de transmettre des savoirs et des notions. Et donc, on a ouvert Scholarius, qui était une start-up, une boîte qui proposait du coaching scolaire revisité et surtout accessible à tous, avec des étalonnages de paiement à 10 mois, 12 mois, voire 15 mois. Voilà. D'accord. Et, et après ça, quand même, pour terminer l'histoire, je suis désolé, je sais que c'est un peu long. Non, Et pas de après souci. ça, on a, suite à une anecdote que je raconterai dans un prochain podcast, on a ouvert du coup Evolukid, qui est une sorte de
cristallisation de nos expertises, donc pédagogie plus toute la geekerie de Rabat, donc passionné de nouvelles technologies. Donc, c'est une start-up. On a été parmi les premières start-up à faire coder des gamins en 2016 avec des logiciels vulgarisés. Et de fil en aiguille, on s'est positionné sur l'accompagnement de tous les publics à la transition digitale à travers des projets numériques qu'on vend aux collectivités. On a travaillé avec une bonne centaine de collectivités et des grands groupes comme L'Oréal. On est au CETF1. Avec la Maïf, on a fait un dispositif national sur 3 ans. On a fait 3 fois le Tour de France. On est partenaire de l'UNESCO. On a été appelé par le gouvernement guinéen pour monter 3 projets là-bas pour des centaines d'enfants. Donc voilà, donc on crée des contenus autour du codage, de la robotique, de l'IA, impression 3D, réalité virtuelle. On les scénarise et ensuite on vend des prestations clés en main avec du matériel, nos contenus pédagogiques et des intervenants, des formateurs, plus d'une cinquantaine qui sont formés à notre pédagogie. Donc voilà principalement ce qu'on fait. Donc en fait, pour bien comprendre ce que vous faites, vous vous adaptez à ce dont vos clients ont besoin. Donc vous créez des prestations sur mesure par rapport à leurs besoins. C'est exactement ça. C'est pas genre une formation que tout le monde suit. Les gens viennent vous voir avec une liste de besoins et vous vous adaptez. C'est exactement ça. On voit plein de formations qui pullulent et c'est tant mieux pour apprendre à coder en 6 mois, en 3 mois et faire monter en compétences. Donc nous, le numérique en soi, c'est aussi ça. C'est aussi faire monter les populations en compétences sur du codage, sur de la robotique. On est quand même partenaire d'une école d'ingé qui s'appelle l'ESTIAM, où on a fait toute l'ingénierie pédagogique du bac plus 1 au bac plus 5, vraiment sur les pôles nouvelles technologies, sur de l'IoT, big data, IA, blockchain. Donc, on peut aussi proposer des parcours longs et certifiants. Par contre, là où on se différencie, c'est qu'un client, une collectivité, un grand groupe, il va nous dire, là, je veux vraiment un truc sur le développement durable et je veux ça, ça, ça. Et puis, des fois, même avec de la facilitation, avec du design thinking, ça doit te parler, ça, Abdelrahman, Ouais. on arrive à faire émerger des idées et Google. aller même. Ouais, c'est ça, exactement. À aller plus loin dans la réflexion et ensuite, après, on va créer tous les scénarios, tous les contenus et en plus, on le déploie. Ok. Écoute, on va revenir sur la partie Evolutive un peu plus tard. J'en prie. J'aimerais qu'on parle un peu de ton cursus et la partie enseignement. Ouais, Il semble, vu comment tu as raconté l'histoire, que pendant ta prépa, je t'ai dit que tu voulais devenir enseignant. Tu as décidé ça pendant tes études supérieures. c'est exactement ça. C'est un peu comme là, s'il y a des étudiants qui nous écoutent, très, très important de se questionner. Vous soyez au collège, que vous soyez au lycée. Ce que je déplore, c'est que quand on est jeune, quand j'étais moi en primaire, j'avais des rêves plein la tête. Et beaucoup de rêves, hein. J'avais 15 métiers en tête. Je voulais être astronaute, je voulais être ingénieur en biologie moléculaire. C'est un truc, je connaissais pas, hein, bien sûr, quand j'avais 10 ans, Ouais. mais ça sonnait bien. Mais au moins j'avais, voilà, j'aimais bien la biologie, les molécules, les atomes, ça me questionnait. Je voulais être, voilà, une dizaine de métiers. Et là, quand tu questionnes les jeunes, ils ne savent pas trop. Et pire encore, quand ils sont au collège, au lycée, ils se bloquent, hein. C'est non, non, je sais pas, de toute façon, ça devient même has-been de savoir, d'avoir une vision, de se projeter. Et c'est plus cool, c'est plus classe de se dire, ah, moi, je sais pas, moi, et de vivre au jour le jour. Donc, ils sont certes jeunes, mais je pense peut-être on les infantilise un petit peu trop. Euh, Après, bon, j'ai pas forcément la réponse à ça, mais le constat que je fais, ce que je faisais avec mes élèves, ce que je fais avec les jeunes, parce que je suis toujours dans l'éducation, c'est que je les questionne. Notre approche, quand on fait un stage de robotique, c'est pour chaque module, par exemple, on a une activité très ludique avec une programmation de drone. Ils vont coder les mouvements d'un drone. Derrière, on leur parle des métiers. Derrière, on leur parle des métiers relatifs au drone. Et qu'il y a des métiers d'avenir au drone. Pareil sur le métier de développeur, sur le data scientist, etc. Et donc, on va les projeter. Donc, pour répondre à ta question, moi, j'ai suivi un peu tout le monde. J'étais bon en maths et tout ça. On m'a dit fais S. Après, par contre, j'ai suivi oui et non, parce que moi, j'aimais bien les sciences. Oui. C'était évident que je fasse S. Mais dans le piège, on m'a dit toi, tu es en S. Donc, les lettres, c'est pas pour toi. La philosophie. Alors que maintenant, je me redécouvre une passion pour la sociologie, la psychologie, Bien sûr. des concepts philosophiques. Mais on m'a inhibé. On m'a dit non, c'est pas pour toi ça. Regarde plutôt les métiers vraiment que des. Voilà. Et après, donc, comme le grand frère, j'ai voulu faire ingénieur, ça sonnait bien.
Mais, euh, mais moi encore, j'ai été prof de maths, j'ai été passionné depuis que j'ai 18 ans, c'est ce que je dis. Je fais de l'animation, j'étais éducateur spécialisé, je suis prof de maths, je suis bien retombé sur mes pattes. Mhm. J'ai eu un métier passionnant, là où beaucoup de profs souffrent, parce qu'il y a une grande souffrance dans l'enseignement. C'est pas évident, je dis pas que c'est évident, mais voilà un peu pour raconter mon histoire. C'est que il faut se questionner quand on est jeune Oui. pour ensuite faire les bons choix. Alors, À parlons un ton peu de tour. ta période d'enseignement. Tu as enseigné combien de temps? À l'école supérieure ou secondaire? Non, j'ai enseigné au collège-lycée, ouais, en école secondaire, ouais, c'est ça. Collège-lycée. J'ai enseigné 8 ans. Pendant ces 8 ans, tu en as passé quelques années à l'étranger. Ouais, 5 exactement. Ah, du coup, tu as fait que 3 ans en France. Alors j'ai fait 3 ans en France, j'ai fait 5 ans à l'étranger, j'ai refait un an en rentrant et après je me suis lancé avec mon frère sur la boîte Ok. de T'as coaching. pu aller t'as pu aller dans quel pays pour enseigner? Alors j'ai eu l'immense honneur et l'immense chance d'avoir enseigné au lycée français d'Alep en Syrie, donc en 2009 avant les événements malheureusement. Mhm. Donc c'était une très bonne expérience où je suis du coup une école privée de renom. Euh, J'avais voilà, la mission pas seulement d'enseigner, je me suis rendu compte sur le terrain, c'est que je représentais la France. Donc il fallait Oui. vraiment être à la hauteur. On était en relation avec le consul français. Mhm. Et donc la France avec toutes ses valeurs. Et puis d'ailleurs, l'école française, qui était une école de prestige et très prisée. Donc j'ai eu cette Mhm. opportunité-là. Bien sûr, beaucoup d'exigences, il fallait être à la hauteur, il fallait vite monter euh, en compétences. Donc ça s'est extrêmement bien passé. Les élèves syriens étaient adorables, Mhm. et très téméraires, très volontaires. Ils voulaient apprendre les maths. Dans les pays arabes, c'est la matière. Je pense même un peu partout dans le monde, mais Oui. particulièrement dans les pays arabes. Et donc, Mhm. voilà, je me suis bien éclaté pédagogiquement, humainement. Et après, je suis parti dans un lycée international au Caire, un des Wow. plus T'as pas prestigieux mal voyagé quand au... même pour un enseignant. C'est Ouais, pas c'est cool. commun. Moi, j'aime bien rencontrer des personnes. Donc, lycée international, donc, dans mon équipe, il y avait des Canadiens, des Américains, des Égyptiens, bien sûr, Français. Voilà, donc c'est pareil. Échange de bons procédés, nouvelle pédagogie, pédagogie anglo-saxonne, pédagogie par projet. Là, c'était Mhm. encore une autre dimension. Et c'est des choses qu'ensuite j'ai appliquées et qu'on applique encore maintenant euh, à, à Evolukid. Tu as pu voir des différences entre les élèves en France, en Syrie et en Égypte? Alors, ce qui est très intéressant, c'est que des enfants, des ados, ça reste des enfants, des ados partout dans le monde. Mhm. Du coup, dans les voyages personnels, je suis parti en Afrique, au Maghreb, moi je suis d'origine algérienne, je suis parti en Asie, et franchement, des enfants, des ados, ça reste des enfants, des ados partout dans le monde. Euh, Beaucoup voilà, de la joie de vivre, l'envie d'apprendre, et après, c'est les coutumes, c'est les cultures qui diffèrent. Mais Mhm. quand j'ai enseigné à Meaux, en ZEP, à Nanterre, au Val de Fontenay ou à Clichy-sous-Bois, c'est, C'est ou dans pareil. des lycées, dans des lycées prestigieux, il y avait des problématiques qui ne sont pas les mêmes, mais il y en a. Donc, par rapport à ça, il faut juste s'adapter. Mais les enfants, les ados, voilà, quoi, il faut savoir tout simplement par quel, euh, par quel bon bout les prendre. Ok. On parle souvent de collège, de lycée difficile. Euh, Ça a été quoi ton ressenti par rapport à ça, toi? Est-ce que tu as enseigné dans un collège, entre guillemets, difficile? Ou Ouais. ouais, est-ce que tu l'as vécu comme plus difficile que euh, dans le second collège? Je pense que tu m'as dit qu'il était plus prestigieux, le deuxième, en France, quand tu es Ouais, retourné. ouais. Pour toi, c'était pareil ou tu as vraiment vu la différence? Non, après, moi, j'ai la chance d'avoir eu une formation non théorique, mais pratique sur comprendre c'est quoi un ado, en fait, comment il Mhm. fonctionne, avant de le qualifier d'élève de 5e 4. J'ai en face de moi, j'ai un élève de 5e 4. Mais avant ça, c'est un être humain. Et en l'occurrence, Mhm. euh, au moment de sa vie où il est dans ma classe, c'est un ado. Il a 12 ans, il a 13 ans. Moi, je savais comment fonctionnait un ado, pas un élève, d'abord un ado.
Donc Mhm. voilà, je connaissais les tenants, les aboutissants, je savais quelle pédagogie, quelle approche avoir. Donc, j'ai pas eu trop de difficultés. Pour être honnête avec toi, voilà, j'ai pas eu trop de difficultés. J'avais une approche assez aussi atypique. On faisait beaucoup de jeux, on jouait, on s'amusait, on s'éclatait ensemble et je Mhm. les faisais taffer comme pas possible. C'est dans ma matière à moi qui taffait le plus. J'étais un bourrin, comme ils disent. Pour moi, les maths, ça se pratique. On faisait des recherches, il y a des débats autour des maths, genre donner la parole, c'était pas descendant. Bon, Oui. silence, installez-vous, ok, les cahiers, allez, on regarde le tableau. Non, c'était pas comme ça. Je leur donnais des T'as punitions appris dures. ça, t'as appris ça où tu dis que tu as appris? Bah, sur le terrain, quand j'étais animateur, à 18 ans, Ouais. tu sais, quand tu es animateur dans ton quartier et tout ça, on te passe un ballon, on te dit, vas-y, crée une animation, crée une activité en fait. Donc, des fois, tu vas au parc Astérix, oui, une fois dans les 2 mois de vacances où tu restes avec les gamins, bah, tu as deux Ouais. sorties. Le reste du temps, il faut être créatif, quoi. Ok. Tu vois, il faut être créatif. Les petits, il faut les tenir. Il y a des animateurs qui se faisaient manger, passe-moi le Mhm. terme. Et puis, tu en as toujours une activité. Et puis bah, moi, c'était le cas. J'ai une bonne équipe. On faisait un bon duo avec Ramzi. Si un jour, Ramzi, tu m'entends, big up. On était deux et on mettait le feu, tu vois. Et donc, du coup, c'est des choses que ensuite, quand je suis devenu prof, j'ai vite compris que c'était comme ça qu'il fallait enseigner et surtout pas avoir une casquette du prof Mhm. et descendant et leur faire des maths au tableau. Moi, je sortais d'un cours de récréation pour enseigner le théorème de Pythagore et tout ça avec un maître, tu vois, un maître Mhm. déroulant et on prenait des mesures et il rentrait et donc il venait pour prendre des notes, tu vois, et les collègues ils comprenaient pas ce que Et je ça, faisais. finalement, tu l'as appris sur le tard, toi aussi, du coup. C'est pas quelqu'un qui t'a enseigné ces techniques-là. Ah non, ah non, ah non. Moi, c'est mon expertise d'animateur jeunesse où il fallait être créatif. Que ensuite, ce qui est bien quand tu es prof, Mhm. ça, ce qui est magnifique, c'est que tu es libre. Tu as un programme, mais moi, aller dans la cour de récréation, tu n'as pas besoin d'une dérogation, de la validation du N+1, N+2. Tu fais ce que Ouais. tu veux, tu vois. Après, il y a le règlement intérieur du collège. Tu fais attention, voilà, pas mettre les élèves en difficulté. Mais par contre, t'es celui qui te dit, un prof de maths, tu es libre. Tu fais ce que tu Mhm. veux. Tant que tu suis le programme, tu peux même un peu le revoir différemment. Tu peux faire des maths méthode Singapour. Tu vois, après ton inspecteur et tout, si tu t'entends bien avec lui, il va te dire justement, tant mieux, super, voilà, c'est super ce que vous Mhm. faites. Tu vois, par rapport à ça, voilà, quand il y avait des éléments perturbateurs, bah déjà, ça, c'est une bonne question, ça. Moi, élément perturbateur, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle approche tu vas avoir avec eux? Bah, déjà, moi, les enfants, les élèves, je les Mhm. respecte. Même un enfant de 5 ans, il faut le Oui. respecter. Ça ne veut pas dire que j'étais pas sévère, que j'étais pas strict. Mais moi, je le respecte. Ça veut dire que j'ai jamais mal parlé à un élève. Je l'ai déjà bien Mhm. secoué. Ça, c'est sûr, ça. Parce que je suis strict, parce qu'on avait mis ensemble un contrat. Voilà, je passe des deals avec mes élèves. Mhm. Et celui qui ne respecte pas, bah, il est sanctionné. Parce que c'est comme ça dans la Oui. vie. Mais le cadre, il faut le respecter, tout ça. Mais, mais donc, je suis sévère, mais je ne manque pas de respect. Jamais de la vie, j'ai dit à un élève abruti, comme j'ai pu Mhm. l'entendre. Jamais de la vie, ça me passerait par la tête. Parce que là, tu ne le respectes pas. Et il est en droit. Quand je dis en droit, malheureusement, ça se retourne contre lui. Mais s'il s'énerve, s'il va mal te parler, bah, faut pas s'étonner. Jamais de la vie. Moi, j'ai jamais eu un élève, moi. J'ai eu un élève, pour te dire, hein, les cas que j'ai eus, j'ai un élève, à la fin de l'année, il n'était plus là. J'ai demandé, mais en fait, il est où? On dit, bah, il est en prison. Donc, très difficile. Il m'a jamais manqué de respect parce que je lui ai jamais manqué de respect. Mhm. Bah, il m'a dit, ouais, il y a juste avec vous, je peux pas. Je lui dis, mais non, ouais, je peux pas. Je dis, mais comment ça, tu peux pas? Si tu arrives à avoir des bonnes relations avec moi, tu es en mesure avec tout le monde. Il me dit, ouais, mais non. Et après, c'est là où l'erreur qu'on fait nous, Oui. les adultes, c'est on va lui dire, non, à aucun moment, le petit, il avait quand même 14-15 ans. Quand il t'explique, bon, tu peux pas cautionner ce qu'il fait et tout ça, mais tu dis, purée, je comprends, Mhm. quoi. Quand il se fait invectiver comme ça, il se fait prendre par le col par un collègue juste parce qu'il avait des écouteurs, bah, après, il te répond. Bah, du coup, je vais insulter sa mère et sa grand-mère. Mhm. Et bien sûr, je cautionne Oui. pas. Mais je lui dis, non, écoute, je comprends et tout, voilà, d'accord, mais ne fais pas ça. Tu peux dire, écoutez, vous n'avez pas le droit. Après, tu lui apprends à aussi avoir de la répartie. Et il te regarde, il dit, ah ouais, ah, c'est pas con. Mhm. Tu vois, tu lui dis pas, c'est pas bien ce que tu as fait, tu vas le mépriser et tout ça. Non, déjà, je comprends.
Tu vois, j'étais un bon élève. Moi, j'étais premier, deuxième, troisième de ma classe. Franchement, si on m'avait attrapé par le col, parce que j'ai juste des écouteurs, je l'aurais peut-être mal fait. Donc, tu vois, j'essaie d'être Oui, factuel pour sortir de la théorie, parce que je déteste ça. Oui, voilà, j'ai mis en place ça, de manière très factuelle. Voilà des cas concrets qui se posaient à moi et comment je les ai contournés. oui, Tu vois, j'ai pas fait un doctorat sur la psychologie enfantine et des adolescents ou des recherches, mais c'est des choses que j'ai appris sur le terrain, que j'ai testé, des choses qui marchaient, d'autres qui marchaient moins, bah, voilà, test oui. and learn. Et par rapport à ce que tu as pu voir et aussi ce qu'on entend sur l'éducation en France, qui est, on n'a pas l'image de la meilleure éducation, surtout au collège, on a tous ces classements en maths, on est très très loin, etc. Euh, qu'est-ce que tu penses qui manque à l'éducation en France? Alors, euh, quand on apprendra à se connaître, Abdelrahman, tu verras que moi, tous les clichés, les caricatures, je déteste ça. Donc, c'est vrai qu'il y a des difficultés, tu vois comment ça s'appelle les classements et compagnie. Par contre, toi qui es à l'étranger, moi qui ai bougé un peu, on a un système éducatif, social et tout ça en France qui est extraordinaire, hein. Mhm. Donc, pointer du doigt certaines choses, c'est bien. Si c'est constructif, c'est mieux. Mais faire du misérabilisme, comme je le disais, c'est hors de question. Ouais, mais nous, en France, on peut pas. Euh, le système scolaire, il est pourri. Il n'est pas pourri, c'est pas vrai. Il est pas mal du tout. Il peut être amélioré. Il est un peu trop stagnant. Voilà, il faut qu'il évolue un peu plus vite. Mais il y a des choses qui se passent. Là, maintenant, au collège, ils apprennent à coder. Peut-être pas de la meilleure des manières. Peut-être qu'il faudrait que ce soit un peu plus ludique, etc. Mais donc, il faut quand même le dire, ça. Il faut dire le discours. J'aime pas dire ça, il doit être. Moi, je suis personne, hein, mais je pense que ce serait plus judicieux de dire le système éducatif, il est pas mal du tout. Par contre, voilà des points d'amélioration. Oui. Tu vois? Le but n'est pas d'être manichéen et de dire que tout va mal ou tout va pour le mieux. C'est clair qu'on a de gros avantages en France, notamment du fait que l'éducation soit gratuite, accessible à tous. Et ce que je voulais dire, c'est justement ces quelques points qui ne vont pas, dont on est conscient. Je voulais savoir s'il y a par rapport à ton expérience, si tu avais des idées sur certains points où tu te disais, si on faisait comme ça irait encore beaucoup mieux. D'accord, sur ces approches-là. Donc, c'est pour ça que je voulais reclarifier. S'il y a des jeunes parents, on a beaucoup de chance en France d'avoir un système qui a pas mal de défauts, qu'il faut pointer de manière constructive pour améliorer les choses, mais où il y a beaucoup de bonnes choses aussi. C'est ça que je veux dire. Maintenant, les points d'amélioration, effectivement, en langue, mais il y a eu pas mal de réformes par rapport à ça, parce que les langues, on vit dans un temps où la mondialisation n'a jamais été plus présente que maintenant, avec l'avènement des réseaux sociaux, etc. Donc, franchement, il faut absolument que nos enfants ils maîtrisent deux, trois langues, comme c'est le cas chez beaucoup de pays. Ça, donc on va essayer de comparer un peu. Donc ça, c'est une chose fondamentale. Ensuite, effectivement, en sciences, en l'occurrence en maths, il faudrait que ce soit un peu plus pragmatique. On est des très bons théoriciens en France, hein. On a des meilleures écoles d'ingénieurs au monde, vous vous rendez compte? Au niveau de la recherche, c'est pas mal, même s'il faudrait plus de Mhm. moyens. Mais peut-être qu'une approche un peu plus pragmatique, concrète, à faire des projets, des livrables, des choses. Et je pense que à la fois dans le monde de demain, ce sera voilà, ce sera très important, mais aussi ça motiverait un peu plus les élèves. Je pense que de plus en plus aussi, il faut mettre l'élève, il faut écouter l'élève, il faut mettre l'élève. Je dirais pas au centre. On n'est pas non plus, on n'est pas au service d'eux. C'est des choses qu'il faut co-construire. Donc il faut impliquer les élèves, les jeunes. Ils ont des idées, il faut les écouter. Tu vois, quand on fait des réformes, ça ne peut pas être que des cinquantenaires, et je caricature volontairement, qui prennent des décisions pour faire l'école de demain. Il faut inviter les parents au débat, il faut inviter le corps enseignant, bien entendu, c'est même crucial, mais pas que d'ailleurs. Il y a aussi les associations et il y a les élèves. Donc je pense que si on réfléchit comme ça, c'est un peu ce qu'on applique. Hein, toi, tu travailles dans une boîte, c'est les méthodes d'idéation qu'on applique dans des grands groupes pour faire les meilleurs produits Mhm. au monde. Tu Oui. vois? Et ce que nous, en tant que start-up, on fait. Moi, quand j'ai besoin d'idées, bah, le stagiaire, la stagiaire, qui est même en troisième, il est convié pour Mhm. s'exprimer. Des fois, ils disent des choses très, très pertinentes. Voilà un peu ce que j'ai à dire. Oui. Pour terminer sur la partie un peu enseignement, pendant l'éducation des enfants, même à l'école,
le fait que les élèves étudient, ils font leur travail, est largement impacté aussi par les parents. Est-ce que toi, tu as pu, avec ton expérience, après avoir discuté avec les élèves, les parents, est-ce que tu as des choses à dire à ce niveau-là, des conseils pour que l'éducation de l'enfant se passe pour le mieux? Ok, bah déjà une présence, comme tu l'as dit. Parce que regarde, ce qui est important, c'est que derrière le mot suivre, il y a tout et n'importe quoi. Euh, le papa, il a fait des études spécialisées où c'est un pédagogue. Il arrive à vraiment suivre de manière qualitative et concrète son enfant. Tant mieux. Moi, nous, on est 6 enfants. Ce que j'ai dit, et je le crie haut et fort parce que j'en suis très fier. Et je pense que d'ailleurs, tous ceux qui réussissent, ils devraient, après chacun son profil, hein, mais ils devraient voilà, un peu même mettre en avant, en tout cas ne pas hésiter à mettre en avant leur parcours, leur réussite. On a un peu de mal en France. Mais quand on voit sur les réseaux sociaux les gens, certaines peut-être des personnalités ou d'autres personnes qui n'ont pas honte d'afficher des choses qui sont futiles, n'ayons pas honte d'afficher nos diplômes, voilà, notre parcours. Pas parce que déjà c'est valorisant, il faut se valoriser humainement nous-mêmes. Voilà, il faut être fier de ce qu'on est, mais aussi c'est très inspirant pour les autres. Ça, c'est un petit message. Là où je veux en venir, c'est que euh, moi, oui, voilà, je vais revenir à mon cas. Moi, je suis prof de maths, mon frère est ingénieur en robotique, ma petite sœur, elle est médecin, ma grande sœur, elle est couturière professionnelle, mon petit frère, il est conseiller en prévoyance, etc. Mais pourquoi? Parce que j'ai été suivi par ma mère. Ma mère, elle a arrêté l'école en CE1, CE2. Donc, qu'est-ce que ça veut dire être suivi par sa mère? Ma mère, elle me faisait pas elle m'expliquait pas le théorème de Pythagore ou la factorisation ou les dérivés. Mais ma mère, elle était derrière nous. Est-ce que tu as fait tes devoirs? Non, je ne te vois pas réviser en ce moment. Il y avait une certaine de pression où je sais que j'ai des yeux sur moi. Donc maintenant, la pression, il faut qu'elle soit positive. Je suis d'accord. Mais déjà, il y a un suivi. Ma mère, elle va aux réunions parents-prof. Elle était l'une des seules de la classe. Elle va, elle demande, elle signe le carnet. Donc elle a arrêté l'école très tôt, mais elle savait lire. Elle était débrouillarde. Donc tout ça, ma mère elle était derrière nous. Ma mère, on a vécu modestement, comme beaucoup, je pense, mais ce n'était pas la misère comme je peux l'entendre, loin de là. Moi, je ne m'en rendais pas compte, hein. Moi, j'avais une paire de baskets pour l'Aïd à la rentrée. Et voilà. Et on ne mangeait pas du foie gras, mais on mangeait. La communauté, surtout française d'origine arabe, les Arabes, on mange bien. J'avais des potes, moi, sénégalo-maliens, c'est pareil. Ça, c'est des choses en France. Quand on dit qu'on est en précarité, on s'habille, on mange quand même et on dort. Pas pour tout le monde, hein. Il y en a qui sont en grande précarité, on va dire alors. Et ça, c'est voilà. Là, donc là où je veux en venir, c'est que bah, ce suivi-là, quand même, Il fait la différence. il est très important. Il fait clairement la différence. Il fait la différence de telle manière que j'ai grandi dans une tour de 16 étages avec 3 ailes, c'est-à-dire une tour avec une tour un peu tu vois, immense. Je ne sais pas combien de centaines de familles. Bah, les familles qui ont les enfants qui sont arrivés au bac et après, ils se comptent sur les doigts de la main. Mais pourquoi après? Parce que ma mère a été derrière nous et je la remercierai jamais assez. Elle était derrière nous, nous a suivis, nous questionner. Et du coup, pour revenir sur ce que je disais sur le grandir de façon modeste, ma mère, quand c'était éducation, c'était budget illimité. Si le livre il coûte 50 balles, c'est chaud, et ben elle va l'acheter quand même, parce que c'est pour les études. Oui, Voilà, ça oui. rigolait pas. Donc Puis le fait qu'elle investissez investisse, en vos enfants. que tu la vois investir aussi autant, j'imagine que ça te Ah montrait ouais, ah l'importance ouais, que ça avait pour elle et tu voulais pas la décevoir. exactement, exactement. Avec tout un discours, avec tout ça, avec de la bienveillance. Des fois, se faire tirer les oreilles, bien entendu, si c'est pas plus. On s'en connaît tous Mais un peu. il y avait aussi, exactement, mais il y avait de la bienveillance. Franchement, c'est extraordinaire. Soyez bienveillants avec vos Oui. enfants. C'est pas grave. Ma'alish Waldi. Donc, pour ceux qui comprennent pas l'arabe, c'est pas grave, mon fils. Ce sera la prochaine fois. T'as pas eu. Bon, moi, c'était pas trop la question de la moyenne, mais c'était plutôt essayer d'avoir 18 ou 19. Mais, euh, mais ce sera la prochaine fois. Voilà. Voilà. Et pas trop d'exigences mal Oui. placées. Et toi, comment tu gérais en tant qu'enseignant les élèves? Est-ce que tu le voyais, toi, les élèves qui n'étaient pas suivis et suivis parmi tes élèves?
Il y a une grande différence et ça se voit direct. Tu le vois direct, ouais. Tu le vois direct. C'est-à-dire, ça se traduit par des comportements, etc. Il est assez rare qu'un enfant perturbé, il soit suivi correctement. Et après, il y a d'autres facteurs, bien entendu, hein. Et après, les familles monoparentales, bah, bien sûr, c'est plus compliqué que les familles seules, mais c'est pas, c'est pas l'échec assuré. Moi, c'était une famille monoparentale, mais un peu plus sur le tard. Mais ma mère, elle nous a pratiquement élevés seuls. Et je remercie mon papa, Allah yarhamou, que Dieu lui fasse miséricorde, qui nous a apporté aussi d'autres choses, mais moins sur ce suivi scolaire et tout ça. Mais, j'ai vu moi aussi beaucoup de familles de mamans. Quand on dit famille monoparentale, en fait, c'est pour ne pas dire les mamans isolées, parce que c'est beaucoup Mm. des mamans. Et il y en a, c'est des guerrières. Respect, mais big respect. Qui se battent, elles lâchent pas l'affaire. Et d'autres qui sont dépassées. C'est pas pour les mépriser, loin de Mm. là. Essayons d'être bienveillants avec les gens, on ne vit pas leur vie, comprendre ce que les Oui. gens vivent. Mais en tout cas, là, bah, en l'occurrence, j'ai vu du coup, des familles dépassées, et puis après, bah, ça se ressent sur les enfants, tout simplement. Après, j'imagine que ton rôle est assez limité en tant qu'enseignant. Tu peux pas aller trop loin dans l'intime. Après, c'est ce que je te dis, c'est que moi, déjà, je ne me suis jamais défini comme professeur, comme enseignant. Je me suis toujours, en fait, j'ai jamais dit je donne des cours, mais je disais j'anime des cours. Mm. Encore une fois, mais voilà, j'animais des cours. Ça, c'est vraiment sur le plan Oui. pédagogique. Après, entre nous, Abdelrahman, je suis parti après les cours aller toquer dans le bâtiment d'en face où il y avait l'élève qui posait problème pour aller prendre un thé avec la maman. Je suis resté des heures au téléphone avec des parents. J'ai appelé tous les parents de la classe dès que j'ai pris mon poste à Nanterre parce que je suis arrivé au milieu d'année. Ils n'avaient pas eu maths pendant 6 mois. Donc, j'ai fait une opération coup de poing. Je suis resté des heures au téléphone, appeler chaque parent pour me présenter, savoir tout se passe bien, euh, et puis leur dire que je suis là, qu'on a 6 mois ensemble, que je compte sur vous. J'ai impliqué les parents. C'est des choses que, voilà, normalement, entre guillemets, tu n'as pas à Mm. faire. Mais je l'ai fait pour établir une relation de confiance. Les élèves, le lendemain, m'ont dit wow, c'est quoi ce truc Vous appelez mon père, c'est la première fois de ma vie qu'on appelle chez moi les parents pareils. Ils me disent ça fait mon enfant, il a 16 ans, on ne m'a jamais appelé. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui n'appellent pas soient des mauvais Oui. profs, hein, Oui. soyons clairs. Moi, c'est mon approche, tout de suite établir un lien humain de confiance pour impliquer les parents, les enfants. Et entre guillemets, c'est stratégique, c'est pour dire mon coco, t'es cerné, cherche pas. J'ai déjà appelé un éducateur de foot. J'ai fait des trucs de dingue, Mm. hein, tu vois. J'ai appelé le prof de foot et j'ai dit à l'élève, tu vas voir, dimanche, tu vas pas jouer. Et l'élève, il était numéro 10 de l'équipe de foot et tout. Et si tu vas voir, dimanche, tu vas pas jouer. Il m'a dit, ouais, vous pouvez toujours courir. J'ai appelé l'entraîneur de foot et il n'a pas joué. Et là, il n'a pas joué. Et je lui ai expliqué bien. Je lui ai dit, là, voilà, on joue son avenir. Mm. Il faut le cadre et tout. Il n'a pas respecté le contrat. Et je sais que quand on fait du sport de voilà, un bon niveau, l'entraîneur, c'est comme ton père. Il faut respecter ce qu'il dit, le Oui. cadre et tout ça. Et donc, il n'a pas joué. Il était très énervé, mais après, il a compris. Après, on en a discuté. Même quand j'ai fait ça, c'était pas pour me venger de toi. C'est, tu vois. Et après, on en a discuté. Il a compris. Puis l'année après, il a tout explosé. Je lui dis, comme tu es le numéro 10 dans le foot, tes trucs, je veux que tu sois le numéro 10 dans la Ouais. classe. Comme tu es compétiteur dans le foot, je veux que tu sois compétiteur dans la classe. Tu peux pas accepter que tu as 8 sur 20. C'est pas normal. Parce que moi, c'était mon Mm. mindset à moi. C'est comment ça, lui, il est meilleur que moi. Parce qu'au foot, voilà, moi, je jouais, c'était pour la gagne. Oui. Et quand il a compris ça, il a tout éclaté. Donc, tu vois, c'est apporter aussi peut-être un soutien au-delà que pédagogique sur Mm. les maths. C'est ce que j'essaie de faire. Et puis, bah, visiblement, ça marchait bien. Ok. On comprend mieux pourquoi tu es devenu entrepreneur par la suite. Quand tu, quand tu veux aller, Ouais, tu veux dépasser un peu le cadre qui t'est donné. C'est un peu les qualités d'un entrepreneur, de vouloir c'est changer les vrai. choses. Et du coup, parlons maintenant d'Evolutive. Qu'est-ce qui t'a amené du coup de Ouais. passer de l'enseignement, ça reste de l'enseignement ce que tu fais maintenant, mais de l'enseignement au collège à Evolutive. Bon, en fait, t'as fait la transition seule qui apporte plus ou moins une réponse. C'est que même si j'avais beaucoup de liberté, j'étais plus ou moins limité sur certains aspects. En étant entrepreneur, quand on le prend avec cette philosophie qu'on essaie de s'appliquer, on vit des aventures. Et c'est vrai que je suis friand de vivre des aventures, rencontrer d'autres personnes et tester et voilà, avoir cette liberté.
Et donc, c'est ce qu'on fait avec Evolukid, c'est qu'on teste les enfants, avec les parents, des modèles, des technos. Là, on est à fond sur l'intelligence artificielle et on prend le pari de vulgariser ces notions et de l'enseigner dès 8 ans. Dès 8 ans, comprendre c'est quoi une IA, les grands concepts, une technologie de grand avenir au collège, au lycée, en tout cas pour ces publics-là, des collaborateurs en entreprise dans les fonctions support qui font de la com, qui font de l'administratif, qui a priori, soi-disant, ne sont pas concernés par l'IA. Et ben nous, on va essayer de vulgariser, d'apporter tout ça. Donc, de projet en projet, on s'éclate, on expérimente, on rencontre des gens. Je pense que ça résume bien tout ce Ouais. que j'ai dit, quoi. Et l'idée d'Evolukid, ça vous est venu comment? C'était ton idée, l'idée de ton frère? Alors, là, c'est l'anecdote Allez. que j'ai dit voilà, donc là, que j'ai rencontré ultérieurement. On était sur du Scholarius, sur du coaching scolaire, où avec toutes les méthodologies que j'ai décrites depuis tout à l'heure. Et là, on tombe sur un cas de décrochage scolaire, mais très lourd. Tu vois, avec tout ce que je t'ai raconté, moi, le décrochage scolaire, ça ne me fait pas peur. Tu identifies les problématiques, c'est de les résoudre une à une, et ça prend le temps qu'il faut. Là, vraiment, j'ai senti que trop allergique au format scolaire. Et pendant l'entretien que j'avais avec ce jeune et sa maman, je le vois scotché, son regard, il est scotché vers un PC. Et je dis, ah, d'accord, toi, c'est par là qu'il faut que je t'attrape. Et donc, je lui propose un stage en immersion chez nous, parce que du coup, mon frère, comme il est développeur, écoute, je vais voir avec mon grand frère, avec Rabat, mon associé, il te prend en stage, et puis voilà, et puis il va t'expliquer comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il y a derrière l'écran. Tu vois, ah ouais, oh, j'aimerais trop. Et là, tout de suite, il est open. Et il passe un mois ou un mois et demi chez nous. Et mon frère, il fait coder un vrai langage. Je crois qu'il code du C ou du C++. Donc, ceux qui ne connaissent pas, c'est un langage de programmation très connu, et, voilà, mais avec des vraies lignes de code. C'est assez Oui. compliqué quand même. Lui, il avait 15-16 ans. Et donc, à l'époque, on enseignait du C, C++. C'est en école d'ingénieur. Et moi, je vois un peu de l'extérieur qu'il se passe un truc de ouf. C'est que le petit, il accroche. Sa mère, au bout d'une semaine, elle m'appelle, elle me dit, vous avez fait quoi à mon fils? Le soir, il rentre, taffe dessus et tout. Et donc, il dit, ouais, c'est bon, moi, je veux devenir développeur. Je dis, bah, écoute, si tu veux devenir développeur maintenant, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc, on reste en contact et tout ça. Et maintenant, là, il est aux États-Unis dans une école de programmation. Waouh. Une grande école pour programmer des jeux vidéo. Et du coup, quand je regarde ça, quand j'analyse, je dis, mais en fait, c'est incroyable ce qui s'est passé. Proposons une méthode pour apprendre, avant, je disais l'informatique, à des gamins. Vulgarisons ce savoir, l'informatique. On a toujours su que c'était très prisé, que c'était l'avenir. OK, mais on ne parlait même pas de digital, transition digitale et tout ça. Mais je regarde mon frère, je dis, par contre, mon ami, il n'y a pas que des Ilyes comme lui qui sont passionnés. Et puis là, vous avez eu un peu sorte de, une sorte de, comment dire, de tête-à-tête de geek. Mais les gens, les autres enfants, il faut. Et là, on tombe sur des logiciels vulgarisés comme Scratch. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler. C'est un logiciel qui vulgarise la programmation. On appelle la programmation par bloc. Ce n'est pas des vraies lignes de Oui. code, c'est des blocs qu'on déplace dans un D'accord. espace. Donc, c'est ludique. Les enfants, dès 8 ans, ils peuvent faire des lignes de code. Ils peuvent créer des scénarios, des jeux. Et on tombe sur ça. Donc, avant la réforme scolaire de 2017-2018 qui a introduit la programmation ou d'ailleurs maintenant, au brevet, il y a une épreuve en algorithmique sur Scratch. Bah, nous, on découvre ça avant et on fait partie des 3 premières startups à avoir fait coder des gamins, selon un article des Échos. Et donc après, c'est parti très vite. Programmation, après, on a fait de la robotique, de la VR, imprimante 3D, etc. Et de projet en projet, on a expérimenté. Et puis là, justement, là, du coup, on fait des technologies numériques au sens large pour tous les publics. Mais bien sûr, on s'appelle Evolukid prioritairement, principalement pour des enfants et des ados. Mais on fait du parent-enfant, on fait des parents, on fait des collaborateurs en entreprise, on fait des seniors à chaque fois en fonction des projets. Et à tel point que justement, maintenant, on a digitalisé tout notre expertise et savoir sur une plateforme en ligne. Donc, allez sur le site www.evolukid.com, des parcours e-learning, une sorte de Netflix de l'éducation et de la tech. Pour l'instant, on met que
hard skills. Donc, hard skills, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des compétences littéralement dures. C'est apprendre à coder, c'est faire de la robotique et tout ça. Et à terme, il y aura des soft skills. Donc, c'est tout ce qui tourne autour des compétences, on va donner des exemples, de la confiance en soi, de l'éloquence, savoir voilà, apprendre à parler en public et des choses comme Hmm. ça. Parce qu'on sait très bien qu'on peut être le plus fort techniquement si on ne sait pas se mettre en avant, si on ne sait pas présenter Ouais. son projet, si on ne sait pas se présenter tout court, même au niveau vestimentaire, et ben on peut perdre. Dans le monde professionnel, ça peut être Oui. compliqué, quoi. La transition entre l'enseignement et l'entrepreneuriat, elle s'est passée comment? Tu t'es fait petit à petit, tu commençais à bosser petit à petit sur ton projet ou tu as vraiment tout quitté et tu t'es mis? Ah, ah ouais, ça c'est une bonne question. La transition, du coup, c'est de multiplier les heures de travail. C'est-à-dire que j'étais enseignant. Ensuite, j'ai arrêté, mais j'ai travaillé de nuit dans un foyer en tant qu'éducateur spécialisé. Et je tapais voilà, donc 3-4 nuits par semaine. Et après, j'enchaînais au bureau. Je fais ça pendant près d'un an et demi, 2 ans. Et après, j'ai compris qu'il fallait passer un cap. Et donc, je me suis mis à fond dans la boîte. Ok. J'ai écouté un podcast récemment. Le mec disait que pour lui, la programmation, maintenant, ça devrait être enseigné comme une langue, comme le français en fait. C'est quelque chose de tellement important, c'est comme une LV1 ou tu vois, une vraie matière qui prend. Mm, Et si on ne connaît pas, on est vraiment défavorisé par rapport au reste des personnes, même dans le reste des pays en fait. Quel est ton avis c'est par sûr. rapport à ça? Est-ce que tu penses que c'est juste un plus ou que c'est Ma important position. pour tout le monde de savoir, de comprendre comment ça fonctionne, de savoir coder? Mm. Alors, on dit qu'avant, à l'école, on apprenait à compter, lire, écrire. Maintenant, on apprend à compter, lire, écrire, coder. Donc, si je vais à fond dans cette logique-là, effectivement, oui, c'est super important et c'est mon activité, donc ça peut être même, ça m'arrange. Après, moi, ce que je dis, c'est que toute compétence est bonne, c'est ce que je dis. Donc ça, c'est une compétence qui est en ce moment une compétence très prisée et effectivement, au moins, comme tu l'as dit, comprendre comment ça fonctionne, comme s'il y a les algorithmes et la technologie se développe et beaucoup cette technologie-là qui est basée toujours sur du code, sur la programmation. Toutes les technos que vous entendez, blockchain, crypto-monnaie, derrière, il y a des lignes de code. Mais maintenant, je ne suis pas moi, si je suis élève, je suis enfant, je ne suis pas obligé d'être moi celui qui va écrire ces lignes de code. Hmm. Mais par contre, si je fais un autre métier, si je fais un autre métier, il faut qu'au moins je comprenne ce qui se passe. Si je fais un métier, je serai dans une équipe d'un développeur et tout ça, donc il faut. Donc oui, soyez quand même alerte dessus. N'en faites pas non plus une, Obsession. une obsession, merci Abdelrahman, une obsession comme quoi si on n'a pas ça, Hmm. c'est mort. Ouais. Mais en même temps, je voulais vous dire quand même, soyez conscients qu'il y a des grands changements qui se passent dans le monde. L'IA, qui n'a jamais été aussi d'actualité et qui le sera encore plus dans les années à venir. On dit qu'en 2030, 70 à 80% des métiers sont des nouveaux métiers ou des métiers qui vont évoluer, essentiellement basés sur l'IA, sur les nouvelles Ouais. technologies. Développement durable, même quand on parle de développement durable, c'est quoi? C'est comment on va coder des programmes, des systèmes, des projets qui vont rendre le monde meilleur, plus Hmm. écologique. Mais ça reste basé sur des technologies quand même. Il faut en être Hmm. conscient. Je ne sais pas si tu as des enfants, Morad. Deux. Toi, par rapport à leur éducation, bon, je ne sais pas ils ont quel âge, mais tu comptes approcher ça comment? Parce que ce genre de choses, ils sont, certes, on les approche un petit peu de plus en plus au collège, au lycée, petit à petit. Est-ce que toi, tu penses en Ouais. rajouter une couche, compléter? Alors, ouais, alors du coup, moi j'ai deux enfants, 6 ans et Hmm. 2 ans et demi, bientôt 3. Inch'Allah. Et Mabrouk. merci beaucoup. Mon approche, c'est déjà le facteur clé, la première chose, c'est beaucoup d'amour. C'est pas bisounours, hein, c'est vraiment, bon, moi je suis très communicant de mes émotions, après chacun il est différent. Tout ce que je dis, ça n'implique que moi, ce ne sont pas des règles à faire. Je prétendrai pas le, le faire, mais j'essaie de communiquer, mais vraiment beaucoup d'amour, peut-être même un peu trop. Je crois que je les étouffe un peu trop, mais pour qu'ils aient confiance en eux, je valorise beaucoup. Ce que j'ai fait pour les autres, a fortiori, je le fais peut-être x10 pour mes enfants.
tout en restant mesurés, parce qu'après, ils peuvent prendre un peu trop de confiance. Et Oui. voilà. Mais vraiment, voilà. Maintenant, c'est pour ça qu'après, tout ce qui va après, c'est juste des prétextes et des supports. Et donc, bon, après, effectivement, un parent, il transmet ce qu'il connaît. Je ne vais pas lui transmettre du chinois alors que j'ai pas. Donc, moi, personnellement, je transmets et après, je m'appuie. Voilà, je vais payer. C'est pas encore le cas, ils sont encore jeunes. Mais je pense payer des cours d'anglais, etc. Mais effectivement, avec moi, j'aime quoi? J'aime bien les nouvelles technologies, j'aime bien les maths, j'aime bien la langue arabe. Je suis passionné de langue arabe. À tous les Mm. week-ends, on fait ça. Et après, avec mon approche, c'est pas des cours. Lui, il est content parce qu'il passe du temps avec son papa, qui d'ailleurs, son papa est très occupé en semaine. Donc, je lui dis pas, ouais, on doit faire ça, on doit apprendre l'arabe ou on doit faire du code. Je lui dis, eh, tiens, est-ce que ça te dit qu'on joue ensemble? Et on va jouer autour de la langue arabe. Des petits Oui. mots, on se fait des petits quiz. J'ai acheté un jeu, cette famille, autour des lettres. Donc, Mm. il a mangé l'alphabet arabe en quelques semaines, là où il faut toute une année pour assimiler les lettres. Ensuite, on fait Mm. des maths, mais maths sous forme de jeu, sous forme de challenge. Et donc là, voilà, je fais un peu de multiplication, des trucs qu'il devrait avoir en CE2, pas pour l'avancer, pour lui dire, ouais, tiens, mais vraiment pour qu'on s'amuse, on passe du temps qualitatif ensemble. Et après, bien sûr, le faire réfléchir surtout. Là, hier, il m'a dit, papa, tu sais, dans 15 minutes, il y a 900 secondes. Déjà, je l'avais challengé. Je lui ai dit, c'est 60 secondes. Une minute, c'est 60 secondes. Donc, combien il y en a dans 10? Il m'a dit, ouais, bon, il y a eu un peu de mal. Après, je lui ai expliqué. Donc, il a dit, effectivement, donc, il a compris qu'il y avait 600 secondes, tu vois. Mm. Et après, donc, tout seul, comme il a compris le mécanisme, et il revient avec ça. Et je lui dis, ouais, t'as trouvé ça comment? Et il m'explique, il me dit, à la maternelle, parce qu'il est en grande section, dans le temps calme, le mec, il s'est dit, attends, en fait, dans 15 minutes, peut-être elle lui a dit, ouais, on fait un temps calme 15 minutes, et il s'est posé la question. Et là, c'est magnifique. Parce que si on arrive à faire réfléchir nos enfants sur des maths, hein, sur de la littérature, sur un texte, Mm. sur un mot, sur du français à l'anglais, à l'arabe, sur une œuvre d'art, ouvrons-les. Donc voilà mon approche humblement, comment je fais, avec les moyens que moi j'ai. D'autres ont plus de moyens, que ce soit humains ou matériels, d'autres moins, mais on peut faire des choses. Avec Oui. un bout de bois, un ballon, on peut les amener à réfléchir. Après, faisons leur confiance. Ils vont pas apprendre que ce que vous leur enseignez. Ils vont apprendre après que le monde qui les entoure. Oui. Du coup, l'entreprise, vous êtes deux à temps plein, vous êtes plus que deux On est actuellement? 12. Ah, vous On est êtes 12 12. dans nos bureaux. Ouais, et on Wow. a une cinquantaine d'intervenants sur le terrain qui, Mm. du coup, moins que d'habitude avec la situation sanitaire, mais on tournait voilà, une bonne entre 30 et 50 qui étaient sur le terrain en fonction des projets et D'accord. à qui on aura assigné des missions. Oui. Travailler avec son frère, est-ce que ça a des challenges par rapport à travailler avec une personne lambda? Ouais. Bah, écoute, avant d'être mon frère, c'est une personne, donc c'est des relations humaines. Je vais te dire, tu as Mm. des avantages, des inconvénients, des difficultés avec tous tes partenaires de vie, Oui. toutes les relations humaines. Les relations humaines, c'est très complexe. Donc, Mm. bien sûr qu'il y a des choses complexes. Après, moi, je vois que les choses positives. Il y a une Est-ce que grande vous avez hésité, confiance, avant de commencer? Vous dites non, entre frères, on pas fait une pas de seule business, seconde. parce que je pense qu'il y a Alors, beaucoup ça chez les gens de j'ai, ne pas j'ai- s'associer dans la famille. ouais, bien sûr. Après, chacun, on n'a pas tous les mêmes familles, pas tous les mêmes frères et sœurs. C'est pareil, ce que je dis, ça m'implique moi. Il n'y Oui. aurait pas de leçon. Mais mon frère, moi, j'ai pas hésité. Il m'a dit tout de suite, je savais on connaissait nos compétences, nos valeurs communes, nos qualités, nos défauts. Après, il fallait tester. Donc, bien entendu qu'on se prend la tête. Mais même quand c'était chaud entre nous, c'est chaud sur le travail. Jamais de la Mm. vie, moi, c'est mon grand frère, je n'ai jamais dit un mot plus haut que l'autre. Si, bien sûr que je peux m'énerver contre lui, euh, mais, euh, mais pas, comment dirais-je, irrespectueux. Ça reste très professionnel. C'est mon frère, d'accord, mais on reste très pro. On reste Mm. très pro sur le travail. Et ce qui est à Et puis côté, tu fais la part des choses entre la relation bien familiale et, sûr. et professionnelle. Ah, quand il faut aller rendre visite à ma mère à côté ou X ou Y raison, ça c'est autre chose. D'ailleurs, on en fait un avantage parce que si ma mère elle a besoin de moi, eh ben, je sais que mon frère, quand je lui explique ça, c'est pas mon associé.
c'est pas mon associé lambda. Je lui dis, Ouais. écoute, là, pendant 3 jours, je vais chez maman. Elle a besoin de ça. Toi, tu t'occupes. Je suis joignable à distance. Elle va pas me dire, ouais, mais non, on a des choses à faire. Tu vois. Donc, c'est dans ce sens-là où c'est positif. Ouais. Si je dois aller bosser, je toque chez lui, je rentre et puis on bosse. Ouais. Ça aussi, c'est positif. Donc, il y a Ouais. plus d'avantages que d'inconvénients. Et C'est puis comme la ça que moi, confiance, je pense que la confiance, voilà, c'est même pas un débat. ça, c'est pas un débat, ouais, exactement. Ça, c'est Euh, clair. Comment est-ce que vous avez réussi à créer la crédibilité pour votre compagnie? Parce que tu m'as cité des grands noms au tout début, L'Oréal, TF1, je me Ouais. souviens plus trop. Comment est-ce que tu as fait pour attraper ces clients? Comment vous avez fait pour vous vendre? 3 mots. Travail, ensuite travail, et pour finir, travail. Ouais, il Elle n'y est a pas que préparée, ça. celle. Non, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que, bien sûr, on taffe comme des dingues. Quand je te dis on Mhm. taffe comme des dingues, ça, c'est la marque de fabrique. Ça veut dire qu'on est dans une pépinière d'entreprise, il y a plein d'autres startups. Eux, ils me disent qu'ils travaillent beaucoup. Nous, on travaille 2 fois plus qu'eux. C'est pas de l'arrogance, hein, ce sont des faits. Le week-end, il n'y a que nous. Ils ne sont pas là, les autres startups. À 23 h, minuit, 1 heure, c'est déjà arrivé une fois, j'en croise un. Nous, c'est souvent. Parce que, on n'avait pas de réseau. On a dû tout construire. Moi, je suis prof de maths. Donc, j'ai un réseau. Mon réseau, c'est des profs de maths. Au départ, tu vois. Ouais. Rabat, c'est un ingénieur développeur. Et il connaissait 2, 3 collègues C'est développeurs. pas des investisseurs. Ah, c'est pas des investisseurs. C'est pas des stratèges en entreprise. C'est pas des. Donc, il a fallu tout construire. Et quand on construit tout sans fond, il faut travailler. Donc, on travaille. On se fait accompagner aussi. On est pragmatique. Il faut faut pas avoir la prétention de dire je vais tout faire tout seul. Loin de là. Euh, des choses qu'on ne sait pas, on va aller se renseigner, on va aller acheter du conseil, on va aller se faire incuber. Vous voyez, donc ça, c'est des réflexes qu'on a compris sur le tas et qu'on essaye d'appliquer tout simplement. Et on expérimente et là, ça va mieux, on avance. Il y a des choses encore que je ne connais pas et puis j'espère que ça ira encore mieux, mais avec cette démarche-là d'ouverture, être humble, travailler et puis on avance petit à petit. Voilà. Ok. Quel a été un de tes plus gros challenges, si tu veux bien en partager un, et comment la spiritualité t'a accompagné? Alors, j'ai envie de dire, chacun, comment il trouve sa motivation, sa source d'inspiration, etc. Moi, je la trouve effectivement dans des valeurs personnelles, dans des valeurs humanistes aussi. Je crois beaucoup en l'humain, en l'amour et tout ça. Et après, spirituellement, quand on est dos au mur, et peut-être ça me met un peu le tort, hein, c'est qu'on a tendance à se retourner vers Dieu si on est croyant, vers d'autres croyances si on est croyant d'autres croyances ou pas. Mais c'est vrai que c'est réconfortant. On sait qu'on va être écouté, en tout cas. On est sûr qu'on va être écouté. Et des fois, Hmm. l'entrepreneur, il a besoin d'être écouté, de se confier. Peut-être qu'il ne trouve pas les oreilles, mais on sait qu'à un moment donné, peut-être que tu as fait le mauvais calcul, tu t'es orienté trop horizontalement vers les gens. Moi, encore une fois, c'est personnel. Moi, ça me Hmm. fait du bien de me confier vers celui qui m'écoutera toujours. Et ouais, ça fait beaucoup de bien. Parce que c'est très dur d'être entrepreneur. Il faut vraiment croire à son projet. Et puis voilà, ça fait beaucoup de bien de, de se vider, et que ce soit, voilà, soit spirituellement, ou après, bien sûr, il te faut une épouse. Je remercie beaucoup mon épouse qui est une oreille très attentive, ma mère qui Hmm. m'encourage tout le temps, la famille, tout ça, voilà, et tous ceux qui nous encouragent au quotidien. Hmm. Et une épreuve ou un challenge, un gros challenge que tu as eu? Alors, ça, je pense que c'est pour tout le monde. C'est Hmm. Oui. 2020, on devait déployer des projets à des dizaines, des centaines de milliers d'euros. C'est-à-dire que tu bosses pendant 4 ans comme un dingue pour que tu arrives à une bonne à quelque chose de structuré, déployable, et le Covid arrive. Donc là où on a vu beaucoup de gens pleurer, et c'est pas méprisant, c'est pas nous on a tout de suite eu ce réflexe de dire c'est un truc, on peut pas lutter, faisons-le, voilà. On fait quoi? Et donc il y a un big challenge qui vient. Après nous on est comme ça. Après je te parle pas de refus,
arriver deuxième à un appel d'offres, un appel à projet, ou tu vois, c'est des choses comme ça. Voilà, vite rebondir. On est orienté solution. Et donc les solutions mises en place, c'est que voilà, on a essayé de redémarcher différemment pour poser des autres offres, à tel point que pendant tout le Covid, la mairie de Paris nous a appelés, on a imprimé plus de 30 000 visières, donc c'était quand même encore une grosse activité. Juste Mhm. après, pendant les vacances, il y a eu un appel Pourquoi elle a d'air, pensé à vous, elle a pensé à vous, la mairie parce de que Paris? c'était déjà nos clients sur une petite prestation qu'on faisait, c'est qu'on faisait des petits ateliers d'impression 3D, mais plus en Mhm. mode animation événementielle. Et quand le Covid est arrivé, bah, ils nous ont appelé, nous, en tant qu'experts impression 3D, pour déployer 20 imprimantes, les installer, les paramétrer et proposer une solution, parce qu'il n'y avait pas de masque, Oui, aucun masque. Il fallait équiper, donc on a équipé tous les hôpitaux de Paris avec 30 000 visières wow. en un temps record. Donc, ça nous a fait de l'activité. Puis, on a su, si tu veux, relever ce challenge de licencier tout le monde, fermer ou faire quelque chose, quoi. Oui, Donc, c'était très dur. C'était, voilà, tu dis, purée, j'ai bossé 4 ans, ça va tomber à l'eau. Mais en fait, non. Parce que justement, tu vas rechercher les ressources autre part. Tu t'en remets à celui qui va t'écouter. Et puis, voilà. oui. Et puis d'où aussi votre produit, enfin, le nouveau produit en e-learning sur lequel vous Ouais, travaillez actuellement, sur les hard ça a skills été et les soft skills. exactement. Ça a été un Mhm. vecteur d'accélération. On avait déjà eu l'idée avant, mais c'est venu, paf, c'est venu dire, ça y est, le sujet, il faut le mettre sur table. Dans 3 semaines, d'ailleurs, gratuitement, de manière solidaire, on propose un big challenge national avec plein de partenaires, dont certains que j'ai cités, plein de collectivités, des départements, des régions, des assos, bien sûr, tous les particuliers, toutes les familles. Et du coup, ce sera voilà, un big challenge pour accompagner ces enfants de 4 à 18 ans sur des défis à réaliser, programmation, sciences et même soft skills, apprendre à pitcher. Donc sur une Ok, semaine, avec plein de lots à gagner, des tablettes, des robots, des cartes prépayées pour ados, voilà, plein de choses très intéressantes. tout ça, on peut le voir sur le site, j'imagine. Vous posterez des choses sur le Ouais, site ou sur les. c'est pas encore actualisé, mais ce sera bientôt prêt. Mhm. Donc restez connectés. L'épisode sortira avant, je pense, donc très bien. C'est ça. Euh, voilà, donc là, on arrive à la fin du podcast. Morad, je vais finir par quelques petites questions. Comment est-ce que tu progresses Comment est-ce que je progresse? Alors, dans la vie en général, ça, hein, en c'est ce que tu général? dis. Et d'ailleurs, c'est une question que je n'ai pas posée tout à l'heure, mais peut-être tu peux la lier à ça. J'ai vu que tu as fait pas mal d'études en parallèle dans ta vie professionnelle. Tu as fait une formation chez HEC, entre autres. Ouais. Bah, moi, déjà, je pense avoir confiance en moi. Mhm. J'ai confiance en moi, je m'aime. C'est pas de la. Je suis pas, comment on dit ça? Je suis pas pervers narcissique, hein. Mais je peux pas, je peux pas. J'ai vu plein des dizaines de personnes qui ont fait des études. Après, les études, bon, on résume un peu trop d'ailleurs, ouais, j'ai fait des études, mais on s'en fout. Mais à côté de ça, ils ont fait de l'humanitaire, ils ont fait du social. Dans la famille, c'est la grande sœur, elle aide tout le monde. Elle dit, ouais, mais moi, je n'arrive pas à me mettre en avant, j'ai pas confiance en moi. Je lui dis, mais c'est incroyable quand même, tu as fait des choses extraordinaires. Et tout le monde fait des choses extraordinaires, croyez-moi. Ma Mhm. femme, elle est en congé mater parce qu'elle est prof des écoles. Elle fait tourner la baraque. Elle gère sa start-up. C'est une start-up qu'elle gère. 2 enfants, plus moi et tout ça. C'est incroyable, ça aussi. Ça, c'est incroyable. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut aimez-vous. J'aime pas dire ça parce que ça fait genre je vous donne des conseils. Moi, j'ai pas de conseils. C'est pas que j'ai pas de conseils à donner. J'en ai plein. Mais c'est pas des voilà. C'est ce que moi je fais. Ça marche bien avec moi. Peut-être ça peut marcher bien avec vous. Moi, je crois en Mhm. moi. Quand je vois un challenge, franchement, je me dis jamais, je pourrais jamais y arriver. Je me dis comment je peux y arriver. Ça veut dire que je suis conscient que des fois, je peux pas y arriver seul. Bah, avec qui je peux le faire? Quelles compétences il me faut? Donc, je suis Oui. pratiquement orienté que solution, en fait. C'est quoi la solution pour parvenir à ça? Tu Donc, sais, comment je fais pour progresser? j'écoutais Ouais, juste une petite une anecdote. Juste avant de son interview, il y a 1 heure ou deux, c'était marrant, une petite vidéo sur Mohamed Ali. Euh, ouais, et Mohamed Ali, il se disait toujours c'était lui le meilleur. Je suis le meilleur, je suis le meilleur. Et même, lui-même, ouais. il se disait qu'il était le meilleur avant d'être le meilleur. Ouais, d'accord. Je pense que c'est un Ouais, peu la philosophie des winners, tu vois. ouais, ouais. Effectivement, bah, il faut un peu gonfler son ego.
Sinon, tu ne peux pas être champion du monde. Après, moi, c'est un peu différent. C'est que je me dis comment être le meilleur. Lui, il se dit déjà, je suis le meilleur. Donc après, il rentre dans ce mindset-là et il devient meilleur. Moi, je me dis, bon, comment je fais pour que la startup, elle soit l'experte dans ça? Bah, eux, ils font ça. Ah, il manque ça. Eux, ils font... ah. Donc, je m'inspire, je cherche, je fais du benchmark, je parle avec des gens, je teste. Et ensuite, voilà, après, j'élabore une stratégie. Donc, que ce soit personnel pour moi, comment je fais pour être meilleur? Je veux perdre 10 kilos. Comment je fais pour perdre 10 kilos? Je veux, tu vois, et est-ce que je peux le faire tout seul? Ouais, c'est bon, je peux me discipliner tout seul. Ah, j'arrive pas. Bah, je vais appeler un coach. Je vais à la salle de sport. En fait, trouver des solutions. Parce qu'après, après, c'est un tempérament. Moi, je déteste pleurnicher et je déteste les entendre pleurnicher. Ça, c'est Oui, propre à moi. Donc, bon, voilà. Mais du elles coup, sont négatives. ouais, c'est ça. HEC, j'ai vu qu'il y avait un programme sur 6 mois qui s'appelait Chef d'entreprise changer d'échelle. C'était la question qu'on se posait, comment aller encore au-delà. Je ne pouvais pas seul, il me dit non, il faut que je me fasse accompagner par des experts, par exemple. Et d'ailleurs, il y avait des très très bonnes choses, comme il y avait des choses qui étaient assez médiocres. Après, tu prends ce qui est bien. Oui, Voilà ok. la philosophie que je m'applique. Est-ce que tu as une routine journalière, une routine du matin que tu appliques? Alors j'ai des petits tips comme ça, là, des Ouais. petites astuces. Donc, effectivement, je me réveille tôt, mais là, c'est plus avec la vie d'entrepreneur où le cerveau, des fois, juste quand je dors et je me change de position, si j'ouvre un œil, le cerveau, il a trop tendance à se mettre en on. J'essaie de le calmer, mais tout de suite, Démarre en donc turbo. ouais, ça me fait réveiller tôt. Faire un peu de sport aussi, ça me fait énormément de bien. Me retrouver des fois un peu seul à réfléchir, ça me fait beaucoup de bien. Quand je vais Mhm. mal, je prends mes enfants autour de moi et je me ressource. Il Oui. faut que tu vois, je puise en eux. Quand pareil, ça va pas trop, j'appelle ma mère. Je vais aller à son contact, aller rester un peu chez elle, boire un thé avec elle. Ça me ressource. Donc, je vais mettre play à ma mère. Après, elle s'arrête pas. Elle me parle, ça me fait grave du bien. Elle me raconte ce qui se passe au bled et tout. Elle me raconte des anecdotes quand j'étais petit et tout. Elle me fait rire Ouais. et tout. Et juste, j'écoute. Moi qui ai beaucoup, vous l'avez remarqué, les amis, je communique beaucoup, je parle beaucoup. Voilà, Ouais. des fois, voilà, en écoutant les autres, ça me fait beaucoup de bien. Voilà des petites, Mhm. c'est pas, j'ai pas réinventé l'eau chaude, hein. Des Oui. choses très simples à mettre en place. Et moi, ça me fait du bien. Et après, ça Ouais. me C'est repropulse. important d'avoir son équilibre, de savoir où se ressourcer. Ouais, Comme tu dis, sinon, exactement. après, on C'est ça. explose. Ouais. Est-ce que tu as des recommandations de livres, de, peut-être je sais pas, de références, de sites, des choses qui sont intéressantes à partager, de livres qui t'ont marqué peut-être? Ouais. Alors, ça, c'est une bonne question. Si j'ai un conseil à donner, c'est que des fois, en tout cas pour des profils comme moi, s'il y a des profils comme moi dont le cerveau tourne à 2000 à l'heure, peut-être des fois, prenez un livre où vous n'allez pas apprendre des choses. On apprend toujours, mais pas un livre, cette astuce pour faire ci, pour faire ça. Moi, j'aime bien lire autre chose. Je lis un peu sur l'histoire andalouse. C'est un truc qui m'a toujours pas passionné, l'histoire arabo-musulmane. Je lis un peu sur des livres sur la philosophie asiatique. Lisez un livre, lisez Harry Potter. Ça peut vous faire du bien. Ouais, tu vois, c'est Hmm. pas, on est toujours. Attends, Abdelrahman, moi, je tourne à 2000 à l'heure. Je bosse 15 heures par jour. Donc, je suis déjà suffisamment alimenté dans les calls, dans des échanges que j'ai comme ça avec toi, où on a échangé, tu m'as expliqué comment ça se passe, l'expatriat. Donc, j'apprends beaucoup, beaucoup de choses, en fait. Ma vie fait que je suis beaucoup alimenté. C'est pas pour me Hmm. retaper des bouquins sur 7 astuces, 10 astuces, comment changer ta vie comme ça. Donc, moi, Ouais. quand je lis, c'est de l'évasion. La Moi, c'est même le fiction but ou premier, tu l'évasion. vois, c'est de la fiction, de l'évasion, apprendre des choses, mais différemment, tu vois. Moi, Mhm. c'est plus ce genre de bouquin que Ouais. je Et tu conseille en pour des as, profils comme tu en moi. as quelques-uns qui t'ont marqué, que tu souhaites recommander? Ouais, ouais, bah, là, gars, là, en ce moment, moi, je me passionne un peu pour la sociologie. En ce moment, tu sais quoi, il y a un truc qui va parler à beaucoup de monde. Je lis un livre sur le phénomène, je crois que je l'ai ici d'ailleurs, un livre sur le phénomène de transclasse. Donc, Mhm. il s'appelle La fabrique des transclasses. Chantal Jacquet.
C'est une sommité en sociologie. Et donc, les Ok. transclasses, en fait, c'est des profils comme toi, comme moi, comme beaucoup. Pas forcément, le terme d'ascension sociale, il est mal placé. C'est pas des gens qui sont partis du haut vers le bas, d'ailleurs, elle remet ça en question, mais c'est des gens qui jonglent entre différents écosystèmes. Hmm. Ça veut dire que dans le même monde, on vit tous dans le même monde, mais avec des vérités différentes. Et qui Oui. jonglent entre ces vérités. Ça veut Hmm. dire que tu as grandi à la Courneuve au 4000, même pas, tu as grandi, peut-être tu y vis, et donc le matin, tu sors des 4000 de la Courneuve, et à Hmm. 9h, tu es à la Défense. C'est le même Ouais. monde, mais c'est pas la même vérité, c'est pas la même réalité. Ouais. Ouais. Tu bosses sur un projet de dingue entre l'Asie, le Brésil et ton entreprise. Donc tu parles stratégie financière et compagnie et tout. Et d'un coup, il y a ta mère qui t'appelle et te parle du village au bled. Tu vois, Tu c'est parles de... T'as dû bien manger des semaines. viens manger des semaines, tu sais, je t'ai préparé la samedi, tout ça, tu vois, et encore, même ça pourrait. Et donc, c'est des choses où on vit en fait dans deux, trois mondes parallèles comme ça, dans deux, trois. Du coup, en fait, c'est le même monde, mais voilà, Hmm. transclasse. On est souvent obligé de jongler entre plusieurs réalités, voilà. Et comment être à l'aise avec ça, en fait? Comment Tu changes s'assumer, je d'univers, en pense, fait. Tu changes d'univers d'une seconde à d'univers. l'autre. C'est Ouais. ça, Ah, c'est super c'est ça. intéressant, ça. Tu C'est vois, c'est super super intéressant. intéressant parce Hmm. que c'est. Et tu vois, et là, on pourrait le cantonner aux gens qui ont grandi dans des quartiers populaires ou pas, mais c'est pas vrai. Tu C'est peux pour tout avoir le même. monde. Tu parles Hmm. à un provincial, un mec qui a grandi dans la banlieue de Limoges, même pas dans la campagne de Limoges, bah, quand il vient à Paris, c'est un autre monde pour lui. Hmm. Quand il rentre pour les fêtes, il y a les fêtes des villages et tout. Nous, on connaît pas ça à Paris, tu vois. Oui. Donc, il a des copains, lui, qui sont fermiers qui font un métier très noble, magnifique, mais c'est pas. Quand ils se retrouvent à la défense, c'est encore un autre monde. Et ils jonglent entre ça et ça, tu vois. Ses parents, ils sont Hmm. agriculteurs, lui, il bosse dans une grande boîte de finance. Et bah, ses collègues, leurs parents, ils sont aussi dans la finance. Bah, lui, quand il raconte un peu sa vie et puis la vie de l'autre, c'est pas la même. L'autre, il est dans une D'accord. vie, on va dire, rectiligne, et nous, on est là en train de jongler entre plusieurs canaux. Et c'est donc Hmm. super intéressant, ça. Et ce bouquin, il explore ces phénomènes, il donne des Ouais, il conseils, explore tout j'imagine. ça. Ouais. Ouais, de Ok. transclasse, et j'ai fait quelques posts dessus, Ok. sur LinkedIn. Excellent. Je Voilà. mettrai ça en commentaire, Cham. Merci beaucoup. Ok, dernière question du coup, pour te suivre, les réseaux sociaux. Alors, pour me suivre, moi, personnellement, c'est Moradatic sur LinkedIn, je suis très actif. Après, Mhm. Evolukid, alors Facebook, Instagram, beaucoup sur Insta. Abonnez-vous à la newsletter et le site. Et donc, Ok, aussi, on fait on donne beaucoup de contenu gratuit. Allez sur le site, on a une page qui s'appelle Ressources. On fait des classes virtuelles gratuites pour vos enfants pour apprendre à coder sur Scratch, sur Python. Donc, on essaie d'être assez généreux de ce point de vue-là. Donc, suivez-nous sur Evolukid, partout dans les réseaux, Twitter, Instagram et tout ça. Et moi, Morad Atik, plus sur LinkedIn. LinkedIn. Ok, Voilà, voilà. excellent. Morad, je te remercie beaucoup pour ton temps. C'est Avec très grand plaisir. intéressant. J'ai beaucoup apprécié Merci. tes conseils et notre échange. Merci. Merci, merci. Et bah, Inch'Allah, si je passe à Paris, t'es à Paris, là, c'est ça, hein. Tu es à Paris, ouais. N'hésite pas. Si je passe à Paris, un de ces quatre, je passe Ah, souvent t'es le par là avec bienvenu. le Covid. Ça fait un moment que je suis pas revenu, mais je repasse souvent. Je t'enverrai un petit Avec message et plaisir. puis on ira se prendre un petit café, Inch'Allah, pour Inch'Allah, avec discuter. grand plaisir. Allez, Avec grand plaisir. bonne journée. À bientôt. Salam. Merci, bonne journée à toi aussi. Comme c'est l'aime. Et j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à le partager à ton entourage et à faire des invocations pour que ce podcast soit source de bien pour la Ummah. Amin. À bientôt pour un nouvel épisode, Inch'Allah. Salam alaikum.